J'ai pas le micro. Il y a un bouton. Voilà. Plus fort. Vous m'entendez, oui? Appel. Non, le micro, il devrait être entre les deux tables. Le micro devrait être entre les deux tables. C'est une thèse, hein, c'est pas une foutaise. Alors, J'ai plaisir à saluer ici la présence de mes éminents confrères Georges Coquillon et Jean Ménard qui ont accepté de faire partie du jury. Je les en remercie. Monsieur Jean Valentier, de la faculté de Rion, en cœur, évidemment, vous présentez une thèse d'État, l'état de plaisanterie, intitulée « Thèse en histoire pour l'obtention du titre de docteur en histoire » au pluriel. Veuillez exposer aux membres du jury vos résultats et conclusions en vous tenant à l'essentiel de vos travaux. Vous disposez pour cela de 75 minutes. tout ça tout juste. Ah bon. Monsieur Valentier, vous avez la parole. Le jury vous écoute. Voici ma première question. L'importance de votre thèse, pardon, de votre foutaise, montre que le rire a une grande place dans votre vie. Pouvez-vous nous dire pourquoi, et si vous avez un message à livrer à travers vos histoires? Monsieur Valentier. Monsieur le Président, je vous remercie de la parole que vous me donnez, ainsi que vos assesseurs. Je répondrai à votre première question qui est d'ordre général. Et je commencerai par une réflexion de la romancière Maria Winowska, qui écrivait un jour dans un éditorial du Figaro « Nos prêtres ne savent plus rire ». Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas le fait de toute la société actuelle et qu'on a autre chose à faire que rire. Et pourtant, moi je dis que le rire est très sain pour la santé. Et par exemple, j'ai entendu une émission à la télévision qui dit qu'en Chine, les responsables d'entreprise, avant un comité, se réunissent dans une salle et se font rire à gorge déployée pendant 5 minutes pour pouvoir dégager les idées. Je pense d'ailleurs que quand on rit en mangeant, eh bien, la digestion est bien meilleure. Moi, j'ai réalisé ça bien souvent. Je mange peut-être moins, mais je digère bien mieux. J'ai dit d'ailleurs qu'il ne faut pas contraindre son rire. C'est très mauvais au point de vue santé. Devant une bonne histoire ou un beau mot, j'en connais qui se bouffent les lèvres et qui ne veulent pas rire. Eh bien, j'ai un neveu qui est médecin ici, il ne va pas me contredire, on risque à la fin de mourir d'une rétention du rire. Et ça c'est très dangereux et c'est douloureux. J'aime mieux mourir carrément d'un éclat de rire, c'est plus gai. Quand je prêche en chair, eh bien j'ai un message à donner, c'est pas le mien, je le donne comme je peux. Mais quand je ris ou que je fais rire, le plaisir d'ailleurs est le même pour moi, eh bien j'ai pas d'autre message à livrer que celui de la gaieté, de la bonne humeur, de la détente. Et j'ai beaucoup apprécié ce matin, Monsieur le Président, la parenthèse de Monsieur le chanoine Gaudin, venant du Concile Vatican II, demandant aux prêtres de se réunir de temps en temps pour se détendre. Ah ça c'est magnifique. Il y aurait-il eu que ça de dire au Concile de Vatican II, c'est un grand concile. Vous connaissez tous Pierre Fauché. Pierre Fauché, l'ancien curé de Meaux, qui respire la santé, encore qu'il a été assez souvent malade, mais il se défend bien. Et puis alors, il a le don des formules à l'emporte-pièce. Il m'a rencontré une fois, place du marché des Lys. Il est venu vers moi, il m'a dit « Ça va toi ?» Mais je dis « Oui, mais oui. T'es toujours aussi content d'avoir été fait ?» Mais il dit « Oui. » Splendide, ça. C'est merveilleux, cette joie de vivre.
Tenez, au passage, je vous en raconte une autre de Pierre Fossé que je trouve très bonne. Alors lui, dans sa modestie, il vous dira, je ne l'ai jamais dite. Mais moi, je crois qu'il était capable de la dire. On raconte qu'un jour, à une table des missionnaires diocésains, le père Gou lui a dit, Père Fossé, je vous porte dans mon cœur. Et Pierre Fossé a dit, je demande à sortir. Je dois ajouter d'ailleurs que si je raconte des histoires, eh bien, je vous le dis carrément, c'est par fonction et par ministère. Ça va peut-être vous amuser, mais c'est comme ça. Quand j'ai été nommé chanoine titulaire, il y a quelques années, Monseigneur Gouillon m'a fait venir chez lui, il m'a dit, vous irez habiter rue Saint-Louis. Et puis en me conduisant à la porte, il m'a dit, et puis, racontez-leur des histoires. Alors vous voyez, je pense qu'il y a un peu de mon ministère. D'ailleurs, Monseigneur Gouillon, entre parenthèses, je l'ai vu pendant 24 heures, il y a quelques semaines, il a des livres d'histoire qu'il a fait. Il écrit, hein, il prend des notes quand on raconte des histoires devant lui. Alors moi, je suis en très bonne compagnie. Alors, avant de penser quand même à l'action, Monsieur le Président, je vous demande à vous et à Messieurs les assesseurs, si vous pourriez me donner quand même peut-être chacun 2 jokers. Parce qu'il est très possible que le long de mon parcours, j'ai parfois quelques mots peu académiques. Oui, 2 chacun. 2 chacun. Je ne pense pas avoir besoin de plus. Et ce sera des jokers très discrets, très discrets. Vous avez la réputation de parler beaucoup, surtout à table, en mangeant. Il est recommandé, Monsieur Panetier, de ne pas parler de la bouche pleine. Il paraît que vous êtes tout près le dernier. Mais j'ai vu quelque part qu'il faudra rendre compte des paroles oiseuses. Tenez-vous la comptabilité de vos dettes pour le jugement dernier? Très bonne question, Monsieur le Président. Et vous avez pu remarquer qu'elle ne m'a pas rempli de confusion. C'est vrai que je parle certainement mon compte. En tout cas, je n'ai pas honte. Je vais même vous dire que j'ai peut-être cette réputation-là assez loin. Quand je suis arrivé à Saint-Vincent, il y a quelques années, un collègue professeur a très bien résumé la situation. C'était un repas, on était une quinzaine à table, on avait beaucoup parlé, moi j'avais eu ma petite part, vous vous en doutez bien, et puis c'est fait un grand silence. Et on a entendu ce professeur plein d'esprit dire « Cette minute de silence vient de vous être offerte par le Père Panetier. » J'ai trouvé ça magnifique. Vous me demandez si j'aurais des comptes à rendre pour des paroles oiseuses. C'est vrai que j'en ai dit souvent, je le reconnais. Mais je pense que si parmi les paroles que j'ai dites, il y en a qui m'ont fait rire, eh bien, pour moi, elles n'étaient pas oiseuses. Et je vous raconte à ce sujet-là une anecdote qui est dans un livre du pape Jean-Paul Ier, qu'on a appelé à juste titre le pape du sourire, qui a fait des éditoriaux pour une revue de Saint-Antoine de Padoue, et il raconte l'arrivée au ciel d'un religieux irlandais, qui arrive un peu peuteux, honteux, et qui dit au Seigneur, « Seigneur, j'ai les mains vides. Je ne sais pas comment vous allez me juger. Vous avez dit, j'avais faim, tu m'as donné à manger, j'avais soif, tu m'as donné à boire, j'étais nu, tu m'as vêtu, moi j'ai rien fait de tout ça, mais pas grand-chose. » C'est vrai qu'il lui dit le Seigneur, c'est vrai. Mais tu vois, quand j'étais triste, tu m'as raconté des histoires et tu m'as fait du bien. Alors viens, on va continuer pendant l'éternité. Alors vous voyez, peut-être que je diminue un peu ma peine du purgatoire, mais enfin, j'essaie de gagner des points partout où je peux, hein, je vous avertis. Comment faites-vous pour retenir tout ça? Je n'ai pas à les retenir, je les ai dans ma tête, c'est tout. Vous avez d'autres qui collectionnent des timbres-poste, d'autres qui collectionnent des porte-clés. Moi, je m'amuse, je collectionne des histoires quand je les entends. Elles sont dans ma tête, par série, par catégorie, c'est tout. Et c'est parce que je les raconte que je les retiens. Alors la technique, oui, j'ai une technique par contre. Premièrement, je pense qu'il ne faut pas les imposer, les histoires. Il est évident que dans un repas, si on est en train de parler de théologie et de philosophie, si je m'amène avec une histoire de balaseuse, ça ne va pas à l'heure. C'est sûr. Donc, je pense qu'il faut qu'elles reviennent au bon moment.
Je pense d'autre part qu'il faut qu'elles soient courtes. Des histoires courtes. J'aime bien raconter 3 dans le même temps qu'une longue, qui, à mon avis, raserait peut-être les auditeurs. Une histoire courte. Tenez, je vous en donne un exemple. Un exemple d'histoire courte. Je m'excuse, mesdames, mais il paraît que les dames, quand elles sont entre elles, elles sont pas très gentilles pour celles qui sont absentes. Alors j'ai entendu dire qu'un jour, il y avait des dames comme ça, et la conversation est arrivée sur l'une d'entre elles qui n'était pas là. Elle s'est fait massacrer des pieds à la tête, ou de la tête aux pieds. Oh, la pauvre femme! Ah là là! Eh bien, elle n'a pas été partagée par la nature, et ceci et cela. Puis il y en a un autre qui dit, ah! Si ça m'était arrivé, moi, il y a longtemps que je me suis donné un coup de feu dans la tête. On entend un jeune homme qui, dans le fond de la salle, dit simplement, feu! Une autre courte, un brave monsieur, vous allez entendre souvent que je vais dire un brave. Ben oui, parce que je ne peux pas les nommer par leur prénom. Et puis d'ailleurs, tous ceux qui me donnent l'occasion de dire des histoires, pour moi c'est des braves, vous comprenez? Un brave homme éternue, sa femme est en face et lui dit à tes souhaits. Elle tombe morte. Ça c'est court, hein? Ça c'est court. Une autre très amusante qui est arrivée ici, la prédication sur l'enfer, ce serait le père Chemin qui l'avait raconté, je ne sais pas ça depuis longtemps, il avait dit, au réfectoire ce soir, vous allez peut-être avoir de l'émotion. Nous faisions nos sermons, les premiers sermons au réfectoire, dans le bruit des fourchettes et des cuillères. Chemin monte en chair, et puis il commence, feu devant, feu derrière, feu dessus, feu dessous. Le père prend la sonnette et avec son ton militaire dit, cessez le feu! J'ajouterais comme technique, il faut aussi que la chute soit tout à fait inattendue. Si on pressent la chute au début de l'histoire, terminé. Ça doit être réservé pour la finale. Comme pour les sonnets en littérature, c'est le dernier vers qui doit faire la révélation. On raconte par exemple que dans un cirque, il y avait une dompteuse. Une dompteuse de lion. C'est très rare, une dompteuse de lion. Et à la fin de son numéro, après avoir fait beaucoup de choses, monsieur Loyal dit, mesdames, messieurs, vous allez voir quelque chose qu'on n'a jamais vu. Cette dompteuse va embrasser le lion. Et effectivement, elle le prend bras le corps et elle l'embrasse. Tout le monde applaudit. Le directeur du cirque donne la somme de 100 000 francs à celui qui osera en faire autant. Et un gars qui se lève, il dit, moi je veux bien, qui dit, mais il faut faire sortir le lion. Vous êtes d'accord? Ça, c'est une chute. Gardez votre calme, messieurs les juges, parce que c'est pas fini. Encore une histoire très jolie. Nous avons un centenaire, on a parlé de notre centenaire ce matin, le bon père Lanouveux, qu'on a fêté. D'ailleurs, je veux dire que la maison nous conserve. J'ai vu une fois sur la rue, nos sœurs avaient reçu des emballages du lait. Il y avait un emballage qui était marqué dessus, longue conservation. Moi, j'ai mis ça juste devant 22 rue Saint-Louis, longue conservation. Et ça me rappelle l'histoire du centenaire, l'histoire très amusante du centenaire, des gens de Paris qui passent dans un pays, et alors, ils voient « Vive le centenaire !» Honneur au centenaire. Alors il y a la dame qui dit au monsieur, là, dis donc, on s'arrête. On n'a jamais vu un centenaire. Ils arrêtent le premier venu, ils disent, vous avez un centenaire dans le pays? Oui, on a un centenaire, on va le fêter. Ah ben on reste, on va le voir. Nous, je ne vais pas le voir. On va pas le voir. Ah non, il sort pas. Il sort pas pourquoi? Ah, il dit, son père ne veut pas qu'il sorte. Tout à fait inattendu, on se dit, mais enfin, tenez, le pessimiste et l'optimiste. Là, une histoire que j'aime beaucoup parce que je la tiens de mes élèves de Saint-Vincent. C'est une des premières histoires que j'ai rencontrées d'un gosse qui avait un livre d'histoire que son père lui entretenait avec des coupures de journaux, c'était merveilleux. Il raconte l'histoire du pessimiste et de l'optimiste. Vous me donnez un joker, monsieur le Président, c'est le premier. Vous me donnez. Merci, monsieur le Président. L'optimiste regarde le pessimiste, il dit, t'as vu le journal? Oh oui, oui. Oh là là. T'as vu les restrictions? T'as vu ce qu'on peut plus manger? C'est pas possible, il dit. On va bouffer de la merde. C'est pas possible. Et le pessimiste dit, oh oui. Et pourvu qu'il y en ait pour tout le monde.
copain sur la rue, qui ne pas vu depuis longtemps. Il lui dit, alors il tape sur l'épaule, il dit, comment vas-tu mon vieux? Il dit, je te remercie, je vais bien. Mais t'as l'air de me connaître. Oh, il dit, t'as pas de mémoire? Bien sûr que je te connais, tu me reconnais pas? Il dit, non, mon vieux, non. En tout cas, je ne mets pas de nom sur ton visage. Il dit, on était à l'école ensemble. Oui, mais t'as vu, dis donc, j'ai plus de cheveux, et puis toi, ils sont grisonnants. Rappelle-moi ton nom. Convert. Tu ne te rappelles pas Convert? Convert. Convert. Ah, il dit, si. C'est la couleur que je me rappelle. Alors vous comprenez que là c'est la chute. Alors dans la technique, un dernier point, les histoires en série. J'aime bien les histoires en série. Quand on me donne la parole, hein, comme disait le père Fossé encore, quand on me donne la parole, on est sûr d'avoir avec nous au moins le minimum. Mais des histoires en série. Alors là, j'ai le souvenir, c'est peut-être un petit peu pour ça que je fais une petite amende honorable. J'ai le souvenir un jour, après une première grand-messe d'un confrère, sa maman me dit dis donc Jean, je vais te mettre si tu veux à table à côté d'un neveu à moi, il aime bien les histoires, t'aimes bien raconter. Tu vas le raconter? Je dis oui, je vais raconter, mais bien sûr. Mais j'en ai raconté tellement que le gars il n'a pas bouffé. Parce que ça m'amusait beaucoup tellement de le voir rire que quand il allait se mettre à manger, moi j'en renvoyais une, il a empilé les plats comme ça, il n'a pas dû manger beaucoup, j'ai toujours gardé ça, pas sur l'estomac, mais sur la conscience. Alors voilà monsieur, une technique générale, je répète, mais vous n'avez pas besoin, bref et court, ne pas les imposer, et quand c'est possible, avoir une petite suite. Mais parmi toutes les histoires qui constituent votre foutaise, y en a-t-il des vrais? Oui, il y en a des vrais. Hein, c'est sûr. Hein. Il y a un proverbe italien qui dit, je vais peut-être mal le prononcer, si non è vero, bene trovato. Si c'est pas vrai, c'est bien trouvé. Mais il y a des histoires vraies. Tenez, je vais vous en raconter deux ou trois d'ici. Pour les moins jeunes. Le père Béon, n'est-ce pas? Hein, qui se frottait le rabat, qui avait une réputation d'ascèse pour lui et pour les autres. Le père Béon, à qui un séminariste vient dire un jour en plein hiver, monsieur le directeur, je ne peux pas rester travailler dans ma chambre. Et pourquoi, mon bon ami? Mais mon thermomètre marque 6 au-dessus de 0. Ah, il dit oui, c'est possible. Ah, c'est possible, vous ne pouvez pas travailler comme ça. Mais je m'en vais vous donner tout de suite un autre thermomètre. Il y avait aussi le père Jourdan, qu'ont plus connu les anciens. Le père Jourdan qui disait un jour qu'il avait connu les débuts du téléphone, et un jour ça ne marchait pas, ça n'entendait pas. Il dit, je me suis aperçu tout d'un coup que je parlais dans le écouteur et que j'écoutais dans le parole. Et il avait un élève qui, à un cours de théologie, séchait les cours. Il demanda plusieurs fois, mais il dit, monsieur un-tel, qu'est-ce qu'il a? Il dit, monsieur le directeur, il souffre. Ah, il dit, bon. Au bout de quelques cours, le père Jourdan dit, moi je vais aller voir ce qui se passe. Et à la fin d'un cours, il dit à un collègue, voulez-vous m'emmener chez monsieur l'abbé un-tel, que je vois comment il va? Oh, le gars se dit, qu'est-ce qu'il va trouver? Il s'amène, il frappe à la porte, et le gars était en train de piquer le chêne sur son lit. Et c'est pas ça qu'il aurait dû faire, évidemment, même chez nous. Et alors le confrère qui était là lui dit, vous voyez, monsieur le directeur, il est bien malade, il n'a même pas de position. Faut-il vous parler des deux pères cheminants? Le père cheminant que nous avions distingué entre Yahvé qui était bien modeste, hein, bien calme, et Elohim qui parlait du nez, et qui était fanfaron possible, hein, qui nous avait dit un jour, je suis allé me promener sur une plage, il y avait des baigneuses qui étaient dans une tenue. Je ne vais pas vous dire en ici, monsieur le directeur, si, il faut vous dire. Elles avaient une tenue qui commençait on ne savait où et qui finissait tout de suite. Mais son pauvre frère, un jour, j'étais témoin, le père Elohim, le père Yahvé, pauvre frère, il a bien souffert ce soir-là. J'aurais dû peut-être aller lui dire de quoi il s'agissait, mais j'ai pas voulu l'interrompre. Il y avait eu un malaise pendant toute la nuit, je ne sais pas ce qu'on avait mangé la veille au soir, mais ça a voyagé pendant toute la nuit. Vous voyez d'ici ce que ça pouvait être, peu importe. Et du mal de ventre, ça ne marchait pas.
Et le lendemain soir, le pauvre père, remplaçant le père Perrin à la lecture spirituelle parce qu'il était mobilisé, nous dit, ben, je vais commenter la parole de Saint Paul. Les douleurs de la vie présente ne sont rien en comparaison de la gloire future. Ça peut parler si ça pouvait bien. Quand je lui ai dit, après tout le monde rigolait, tout le monde se marrait, je le voyais malheureux tellement le pauvre père, je suis allé le voir, je lui ai dit, père, mais qu'est-ce qu'ils ont? Alors je lui ai raconté la fusée, enfin la fusée, c'est pas fait exprès. Hein. Alors il aurait fallu me le dire, mais je dis, j'ai pas osé. Vous aviez aussi père Vienne, monsieur Vienne, professeur de théologie morale. Il prononçait les airs comme des G, hein, et qui disait, j'ai ramassé les cahiers. Hein. Il y en a qui écrivent monsieur Bougdon, mais j'ai pas dit monsieur Bougdon, j'ai dit monsieur Bougdon. Et un jour, en classe, c'était de mon cours, il avait pris un élève, Charles Bécaud, dont on a parlé ce matin, ma foi. Charles Bécaud, parlez-moi du volontaire indirect. Alors Charles Bécaud se lève, volontarius indirectus, tes, quando. Et tout le monde riait, tout simplement parce que Pierre Toureau, dans le fond de la classe, il avait lancé un perlouse monumental contre le mur du fond. Tout le monde se marrait, et le pauvre père Pierre ne savait pas quoi, il dit, évidemment, vous riez, parce que M. Bécaud parle le latin. Quel fraude du latin. Et puis ça continuait, si bien qu'à un moment le pauvre Pierre le père Pierre n'en pouvant plus, il nous dit simplement, ah écoutez messieurs, je vais vous le dire pour toute l'année, je permets qu'on se détende à mes cours, mais pas à ce point-là. Authentique, voilà une histoire vraie. Voilà quelques-unes qui étaient vraies. Il y en a des vraies, je pourrais vous en raconter d'autres, mais je pense que les anciens nous raconteraient de très bonnes histoires des pères ici qui sont des vrais. Il y en a dans tous les séminaires. Mais il paraît qu'il y a un folklore spécifique des évêques et des prêtres. On dit aussi le folklore de presbytère. Racontez-nous donc quelques histoires de ce folklore. Oui. Oui, c'est vrai que bon, ma destinée a fait que j'ai vécu pendant un certain temps près du Bon Père Roch, dont j'ai gardé un immense souvenir, et j'ai vu des évêques. Il y a des évêques qui étaient constipés, il y en avait d'autres qui étaient marrants, je vous assure. Ah oui, il y en a des, mais vraiment qui s'appuient. Hein. Et le cardinal Roch, un jour, m'excuse de parler de Dieu, je n'ai pas honte de parler du cardinal Roch, mais peut-être de me mettre en avant. Le cardinal Roch avait dit un jour dans une lettre pastorale, avec les mots un peu ronflants qu'il avait, mettre la terre avant le ciel, mettre le corps avant l'arbre, c'est tout simplement renverser l'ordre des facteurs. Et une brave femme, au ferré, qui va dire à son mari après la messe, qui était facteur, il dit, je ne sais pas ce qu'il a marché avec vous, mais je vais vous foutre par terre. Et le recteur m'avait raconté ça. Et je dis au cardinal, qui est éminent, vous êtes accusé de vouloir faire de la révolution dans les postes. Et ben quoi? Et j'ai dit oui, voilà, je lui raconte l'histoire. Le dimanche suivant, il présidait le gala des facteurs au collège Saint-Martin. Il se présente devant le directeur des postes, qui était M. Thomas, et il lui dit, monsieur le directeur, je vous assure que je suis un peu confus d'arriver devant vous ce soir, car on m'a accusé de vouloir renverser l'ordre des facteurs. Et bien tenez-vous, dans la semaine, il y a eu un article au journal officiel qui supprimait les facteurs. On devait, à partir de ce moment-là, les appeler les préposés. Et bien, je suis monté chez le cardinal, j'ai dit, éminence, vous avez réussi, ils sont par terre. Une histoire délicieuse aussi, de quelqu'un qui ne riait, vous savez que quand il se brûlait, vous l'avez connu, vous les moins jeunes, Monseigneur Mignan. Monseigneur Mignan ne riait pas tellement, hein. Or, j'en ai parlé un jour de un acteur qui m'a dit, mais il m'a dit, je l'ai fait rire un jour d'une façon formidable. Je me suis dit, mais il va tourner malade, c'est pas possible. Il a tellement peu l'habitude. C'était une réunion de confirmation, le maire avait reçu l'évêque sur le pas de la porte de la cité, et il lui avait dit, entre autres, Monseigneur, c'est dommage que vous n'ayez pas le temps de rester un peu parmi nous, parce que vous verriez les ruines de notre château, avec une tour qui fut rasée sous Charles Quint, etc., etc. Bon. On rentre dans l'église, la cérémonie se fait, et puis, au presbytère, le bon recteur, qui était l'abbé de Père Cadiou, qui mourut curé de Saint-Méloire, se met en devoir de présenter les assistants. Monsieur un tel, il arrive devant le Père Frérou.
le père Frérou qui était recteur de Saint-Tré, je crois, à côté, qui n'était pas habitué à faire beaucoup de toilettes. En tout cas, la barbe était longue, etc. Il arrive devant le père Frérou. Je vous présente monsieur l'abbé Frérou, recteur de Saint-Tré. On entend un jeune derrière qui dit « Rasé sous Charles Quint ». Il y avait aussi quelqu'un que j'ai vu là, pendant que j'ai été un petit peu dans l'administration, quelqu'un qui était très malicieux. Et ceux qui l'ont connu s'en rappellent, c'est Monseigneur Coupel. Monseigneur Coupel était incisif. Hein. C'est lui qui malicieusement, le jour de son sacre, ici, à son toast, hein, à la fin du toast, dit au cardinal et maintenant éminence, et au père Roncalli qui était là, qui présidait, maintenant permettez-moi que je me tourne vers mes compatriotes de Pirée, les seuls, je dois le dire, qui ne se soient pas étonnés de ma nomination. Et il reçut un jour, un matin, oh, il venait d'arriver dans son bureau, la visite d'un recteur. Il lui dit, ah ben dites-donc, vous arrivez vite, vous, qu'est-ce qui se passe? Ben, il dit, monsieur le vicaire général, moi, je viens d'apprendre la mort de monsieur le recteur de tel endroit. Je lui dis, oui, je viens de l'apprendre moi aussi, en passant à la porterie. Et alors? Ben, il dit, vous savez, vous avez toujours été bon pour moi, je vous assure, moi, je voudrais bien prendre sa place si c'était possible. Eh bien, le père Coppel dit, ça, cher ami, si ça ne dépendait que de moi, ça serait fait tout de suite. Mais en ce moment, il faut vous adresser aux pompes funèbres. Vous avez des évêques, vous avez des prêtres. Je cite quelques prêtres anciens, des prêtres originaux, hauts en couleur. On n'en a peut-être plus beaucoup maintenant. Il suffit de les nommer, c'est très amusant. Pierre Peu, par exemple, Pierre Peu. Hein, qui pour réduire la cérémonie des cendres qui était trop longue pour lui, par l'imposition des cendres, c'était sur chaque front, même un taureau, il a pulvisès, et il pulvérait révertéris. Souviens-toi, homme, que tu es poussière, tu tourneras en poussière, pulvise pas la poussière. Mais il se baladait sur les fonds en disant tout simplement, tu pulvises, tu pulvises. C'est à lui, je crois, qu'on a fait du préfet 2 ou 3 litres d'eau, il fait faire une cirrhose, je sais pas quoi, et quand il fut opéré, il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retiré de l'eau du corps. Combien? 3 litres, c'est pas possible. Ah ben c'est pas moi qui l'avais mis. Et il ajouta, ça doit être un coup de Léonard, qui était marchand de vin dans les presbytères, et il a dû foutre de l'eau dans son pinard. Une autre image très belle, le père de Montgermont. Le père de Montgermont qui fait directeur des pèlerinages. J'ai assisté un jour à une cure de santé à la Pénière à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Il avait dit le chapelet avec des intentions pour 5 dizaines, et à la fin du chapelet, eh bien, il devait bénir les objets de piété. Et alors quand le chapelet fut fait, il dit, eh bien maintenant mes frères, avec son ton un peu campagnard et fort, on va procéder à la... Oh, à ce moment-là, il y a un gars qui amène un billet, il dit « La guérison d'une plaie variqueuse ». Alors là... Mais, monsieur l'assesseur Ménard, permettez-moi de raconter une ou 2 histoires de votre frère. Guy Ménard, que vous raconteriez mieux que moi. C'est pas vrai. Guy Ménard, qui a été membre du comité, et puis alors qu'il était un très très fin conteur, curé de Cancale, il arrive à Cancale pour la première visite, il est abordé par une femme qui lui dit « Vous êtes peut-être même notre nouveau curé, vous ?»« Oui, madame. » Elle avait dit « Moi, je sais la chaisière. » Venez que je vous montre, venez. Elle l'emmène derrière le chœur. Il y avait des chaises en massacré, tous les barreaux. Elle dit, regardez, monsieur le curé, toutes ces chaises-là, elles sont en pleine demence. Je les ai notées quand même pour ne pas l'oublier, c'est surtout ça. Ouais, elle racontait aussi qu'aumônier de la clinique de la Saint-Vincent, oui, il va voir une brave femme un jour et puis il
dit, eh ben, comment ça va? Elle dit, ça va, mais il dit, oh là, ça n'allait point hier. Oh! Pourquoi? Oh, si vous avez, monsieur le curé, monsieur Lomanier, ils avaient dû la dévêtir et puis prendre une douche et tout le reste. Ah, il dit, écoutez, ils m'ont quasiment réduite à l'état laïque. Et alors une des bonnes, une vraie, de Fermina vivant chez son frère et sa belle-sœur, qui sont là d'ailleurs, obligé un jour de se faire son petit encart parce que le frère et la sœur étaient partis, lui prendre un sandwich avec une petite bière, et puis il va au tabord. Et puis il s'installe tranquillement au tabord. Et puis il est là en train de prendre son petit repas. Lorsqu'une dame vient le voir, et elle lui dit, ah ben dis-vous au moins, vous êtes bien habillé, qu'elle dit. Elle le prenait pour un clochard, et il a donné la pièce. Je pense qu'on peut peut-être... Je pourrais vous en dire d'autres, mais évidemment, le temps passe. Hein. Ah, je ne sais pas. Pardon, monsieur le Président, je vous coupe la parole. Je ne la coupe jamais à personne. Alors allez-y. Sauf ordre. Vous avez classé vos histoires par thème. Vous ne manquez pas de thème. Il n'y a pas de chrysanthème chez vous. Oh, très bon ça. Oh, ça c'est très bon, les chrysanthèmes. Très bon la chrysanthème. C'est tout ça, monsieur le Président? Ah ben ça c'est très fort. Alors bravo, hein. Alors là, je suis battu. Il n'y a pas de chrysanthème. C'est bon. Alors, allez-y. Je vous écoute. Ah. Alors commençons par les histoires et romans d'enfants. Vous est-il arrivé des histoires amusantes dans votre vie et vos différents ministères? Alors je commence par les histoires d'enfants. J'ai une série d'histoires d'enfants. J'aime bien les histoires d'enfants parce que j'ai des petits neveux et nièces d'abord. Et puis parce que, vous savez, on dit que les enfants, ils ont la vérité, mais c'est vrai. Et ils ont des réflexions merveilleuses, merveilleuses. Une vraie, tenez. Une vraie, la directrice de l'école de la maternelle à la Palestine m'a invité à célébrer Noël avec les enfants. Je devais leur dire un petit mot. Alors ils ont fait une petite fête, et puis alors, après elle m'a dit, père, si vous voulez, vous allez leur dire un mot. Alors moi je dis aux petits, eh bien les enfants, vous êtes contents, hein? C'est Noël. Ah oui. Et la fête de Noël, c'est quelque chose d'intéressant. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé à Noël? Il y en a un qui dit, eh bien le petit Jésus, il est né, et son papa et sa maman, ils l'ont déposé dans une mâchoire d'animaux. Dans une mâchoire d'animaux. Tu connais la dernière, papa, non? Tu connais la dernière, papa, la gosse qui arrive avec son cahier derrière. Tu connais la dernière, papa? Non? Ah ben c'est moi. Ça avait bien préparé le terrain, hein? Je prends les meilleurs quand même. Hein. Ah oui, celle-là. Il y a peut-être un tout petit peu d'humour noir, mais quand même, il est amusant. C'est la photo de classe de fin d'année. Vous savez, à la fin de l'année, il y a une photo de classe qui est faite, très belle photo en couleur. Hein. J'ai vu la photo de ma petite nièce, là. Une très belle photo en couleur. Mademoiselle dit aux enfants, ils ont 6-7 ans, quoi. Les enfants, il faut l'acheter, hein. Elle est belle, hein. On va la faire circuler, elle ne coûte pas cher. Il faut l'acheter. Puis vous verrez, dans 10-15 ans, vous serez content de la revoir. Vous direz, tiens, le gars Pierre, là, il est marié, il a 2 enfants. Et puis la petite Virginie, là, elle est mariée aussi, elle a 3 enfants. Et puis elle fait tout le tour. Puis il y a un gosse qui dit, quand elle arrive à elle, il y a un gosse qui dit, et puis tu vois la mademoiselle là qui nous faisait l'école? Eh ben elle est morte. Je les mélange un peu, mais j'ai trouvé personnellement, je les trouve amusant. Le gosse qui passe devant la sentinelle de la caserne, c'est la sentinelle qui est là, le gosse la regarde, il dit, ça fait longtemps que t'es là? Il dit, oui, depuis 3 heures, mais tu peux partir, il ne va pas venir maintenant. Ils sont méchants, les enfants, tu crois. Hein? Les enfants qui attachent une casserole à la queue d'un chat, ça arrive, ça. Hein? Ça arrive. Ils ont attaché la casserole à la queue d'un chat, et puis le chat avec la casserole, hein, a remonté tambour battant la côte. Et une brave femme qui est sur le pas de sa porte, petit voyou, c'est une honte, abominable ce que vous faites là, pas de pitié. Alors il y en a Jean-Louis qui y pense, attendez madame, on va vous le rendre votre chat, c'est pour mon chat qui dit c'est ma casserole.
à l'école, on les fait calculer, le gosse est au tableau. La demoiselle dit 4 et 5. Il rigole. C'est pas le moment de rire. J'ai dit 4 et 5. Je lui ai dit qu'il ne faut pas me demander pourquoi tu ris. Parce qu'il dit, tu me demandes, mais tu se bats. Une réflexion d'un gosse à la demoiselle qui m'a fait l'école quand j'étais petit à Vitré. Il y a un gosse de brave gars de la campagne. Il faisait des pieds de nez comme ça. Alors un moment, il lui dit, petit mal poli, t'as pas honte? Alors, il y a un petit à côté qui tire sur la robe et qui dit, t'as rien vu, qui dit, il t'en fait encore bédin quand on le dos tourne. Le gosse arrive à la maison, il pleure. Maman, papa retourner à l'école. Les gars, ils se moquent de moi. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils me disent que j'ai une grosse tête. C'est pas vrai, t'as pas une grosse tête. T'as une tête comme tout le monde. Hein? Faut pas te mettre dans la tête que tu as une grosse tête, c'est pas vrai. Dans la tête de ton père, t'as la tête de ta mère, t'as la tête comme tout le monde. Et puis tiens, tu m'ennuies avec tes histoires, va donc chercher 2 kilos de pommes de terre. Ça va te défuter, va chercher 2 kilos de pommes de terre. Où je vais les mettre? Mais dans ta casquette, t'es dit. Le pauvre gosse, 2 kilos de pommes de terre dans sa casquette qui était toute petite. Je passerai à Marius tout à l'heure, mais quand même, j'en dis une de Marius. Marius dit un jour à l'instituteur, ou le gosse dit à Marius, il dit, papa, je ne veux pas retourner à l'école, le maître, il me poursuit tout le temps. Il me pose des cols, tu ne te figures pas. Je vais aller avec toi. Il va voir l'instituteur, il dit, monsieur, il faut t'arrêter. Hein. Mon petit, ce n'est pas une tête de turc. Et qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il faut lui poser des cols impossibles. Oh, il dit, vous allez voir. Vous allez voir. Écoute, Toto. 1 et 1, combien ça fait? Tu vois, papa? Il recommence. Au catéchisme. Quelques-unes au catéchisme. Le recteur a déroulé la création. Toute la création, les 6 jours de la création. Et puis il dit à la fin, puis maintenant mes enfants, alors là, on va assister à quelque chose de très beau. La création de l'homme, la création de l'homme. Et il dit, ça va même être bien mieux. Maintenant, ça va être le chef-d'œuvre de la création. Dieu va créer la femme. Et il y a un petit garçon qui se penche vers un copain qui dit, on sent la fatigue. Monsieur le recteur, maman, elle a dit que vous chantiez faux. Ah, t'as dit ça, ta mère? Que je chantais faux? Oui. Chanter la grand-messe dimanche, c'est faux. Ah. Combien qu'elle te donne ta mère pour la quête? 5 sous. Bon, ben tu diras à ta mère de ma part, hein, que pour 5 sous, elle n'a pas droit à un chanteur d'opéra. Enfin, la dernière, une bonne histoire que j'ai entendue, qui m'a été racontée par M. Le Guénan. M. Le Guénan, qui était le président de l'Institut Grégorien de Paris, il racontait ça à un repas. C'était l'histoire de Moïse. L'histoire de Moïse. Ça se fait pas en deux fois, Moïse, il faut mettre du temps. Et alors, on avait raconté l'histoire de Moïse, et puis, on n'avait pas fini. Et la fois d'après, le recteur dit, bon, ben les enfants, on va reprendre l'histoire de Moïse, mais je voudrais bien que quelqu'un parmi vous me donne un petit résumé de ce que j'ai dit. Alors, il y a un petit gars qui dit, moi je sais bien. Eh bien, dis. Moïse qui dit c'était le fils de la fille du pharaon. Le fils de la fille du pharaon? J'ai pas dit ça, moi. Moïse n'était pas le fils de la fille du pharaon. Et le gosse d'un petit air entendu dit qu'est dit? Et la dernière quand même, parce que je la trouve jolie, je l'ai entendue une session, il y en a d'autres qui la savent bien mieux que moi ici. C'est un inspecteur qui passe dans une classe et il y a une demoiselle qui est en train de faire un cours d'anglais avec ses spécialités qui est à la route très courte. Et alors l'inspecteur arrive en pleine classe et il lui dit « Continuez votre classe, mademoiselle, continuez ». Alors elle va au tableau, elle écrit une phrase, genre « The blackboard is yellow » ou quelque chose de ce genre-là, et puis dis-moi, traduisez maintenant. Tout d'un coup, il y a un pingouin qui dit « Je sais ». Ça veut dire « Oh, les belles jambes que voilà ». Tu
j'ai jamais dit ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas la traduction. Puis m'a poli insolent. Alors devant l'inspecteur, il veut faire un geste d'énergie. Va-t'en, allez, va-t'en. File. Mais le gosse, il passe devant l'inspecteur, et en passant, il maugrait. Quand on ne sait pas, on souffle pas. Monsieur Mercier, en lisant votre thèse, nous constatons que vous aimez les histoires en patron. Pourquoi? Donnez-nous donc un aperçu de ce thème, et est-ce que les histoires de Balazé y prennent pas place? Ah, une grosse question. Très intéressante au point de vue historique, régional et tout et tout. C'est vrai que j'aime beaucoup les histoires en patois. Je ne raconte pas que cela, mais je trouve le patois tellement savoureux, tellement plus près de la racine des mots, tellement plus vrai, et puis plein d'images. Notre professeur de latin à la faculté des lettres, M. Maréchal, nous avait dit plusieurs fois, quand vous allez à la campagne, écoutez les paysans parler. Surtout écoutez-les, ils sont merveilleux. Et c'est vrai, et c'est vrai. Ils ont une image, par exemple, je connais quelqu'un qui aime raconter qu'une femme tombée d'un cerisier et racontant son épreuve avait dit tout simplement « Eh ben, j'aime ça vailleux comme une tulipe. » C'est joli, ça c'est joli. Je crois que dans certains pays on dit gailleux d'ailleurs, et pas vailleux. J'aime ça vailleux comme une tulipe. C'est Joseph Juel. Il y en a qui connaissent Joseph Juel ici. Hein. Joseph Juel qui n'a point l'air comme ça, mais qui est drôlement malicieux. Dans la paroisse où il était, il monta un jour dans la carriole d'un brave paysan qui l'emmenait au village, et puis le paysan lui dit « Vous êtes comment, soutane, vous, monsieur le recteur ?» Ben, il dit « Oui. » Ah, on n'avait plus beaucoup de soutanes à cette heure qui il n'y a plus que de crottins sur les routes. On a une image prise tout à fait au terroir. Mais pour en venir aux histoires de Balazé, alors là tout de suite je vais vous dire une chose. Il y a eu à Rennes un prêtre qui était curé de Saint-Étienne qui s'appelait le chanoine Jallier. Il avait été autrefois directeur des Nouvelles. Il était de Balazé un peu par la bande, parce qu'il n'était pas né à Balazé, mais ses parents étaient venus tenir une maison sur Balazé. Et quand une histoire était intelligente, il disait celle-là elle est de chez nous. Mais quand elle était bête, alors là, il boudait. Et c'est vrai, parce que dit entre nous, les gars de Balazé, ils sont aussi forts qu'ailleurs. Hein. Il y a tout de même pas 1000 communes en France qui ont donné une lignée d'hommes politiques comme Balazé. Je ne nomme personne. Hein. Mais suivez mon cas intérieur. Hein. Je ne raconterai pas, par exemple, l'histoire qu'on racontait au fois de Balazé, que le conseil municipal s'était réuni parce qu'ils avaient pris une taupe et puis qu'ils voulaient lui faire une punition exemplaire pour toute la race. Alors ils cherchèrent toutes sortes de supplices. Qu'est-ce qu'on va y faire? Il y en a qui vous dit qu'il faut la pendre, tout comme ça et verront. L'autre qui dit qu'il faut la martyriser. Il y en a qui dit, eh ben non, qui dit, le plus simple, on l'enterre vivante, comme ça il ira dire à tout le monde. Elle n'est pas de Balazé celle-là. Hein. Elle n'est pas de Balazé. Par contre, alors, une que je trouve de Balazé, c'est la grande classique de Balazé, c'est la culotte. Il y en a beaucoup qui la savent, mais je la raconte quand même parce qu'elle est jolie. C'est une femme de Balazé qui vient avec sa femme, avec sa mère et son petit gars à la gare de Balazé pour le marché à Vitré. Bon. Bonjour monsieur le chef de gare, je voudrais bien 3 ans la queue de Venise pour Vitré, 2 places entières et 1,5. À la queue de Venise, c'est le larton, bien sûr. Pour qui il a demi-place là? Je dis pour le petit gars là. Quel âge il a? 6 ans et demi. Bien. Il fait signe au gosse, sympa. Il fait des billets, les 2 pièces, les deux complètes, ça va très vite. Hein. La demi, c'est plus long, il y a des 2 calques. Puis en le donnant, il dit, madame, votre petit a plus de 6 ans et demi. Mais enfin, à quand vous voyez ça, vous? Il dit, vous mentez, elle a plus de 6 ans, il a plus de 6 ans et demi. Il porte des culottes longues. Ah, c'est la longueur des culottes que vous voyez là, vous, monsieur le chef de gare. Oh! Donnez-lui une place entière à lui au petit gars là. Rien que le tenir là. Hein? Et puis la grand-mère là, elle va voyager pour rien. Surtout si vous la racontez,
n'ajoutait aucun commentaire que j'ai entendu une fois à la radio, il nous prenait pour des idiots. Hein? Parce que le gosse avait des culottes longues, parce que la femme, parce que la robe, je dis c'est pas possible. On n'est pas si bête que ça quand même. Ah, il y a le goupillon. Ah, le goupillon, ça c'est une déconne. Vous savez qu'autrefois, il y avait l'aspersion de l'eau bénite au début de la grand-messe. Asperge, esme, et puis alors le prêtre aspergeait l'eau bénite, c'était un très beau rite d'ailleurs. Il arrive à la sacristie, avant la grand-messe, et puis il dit au sacristain Joseph, il dit, ça va tenir ça, le goupillon, là. Il se devise. Oh, il dit, je l'ai resserré hier soir, il va quand même faire une tournée, vous pouvez partir. De la partie, asperge, esme, il descend à gauche, pan, à droite, pan, dans le bol d'église, il y a un coup sec, pauvre, là, la pomme partie dans la tête d'une bonne femme. Alors lui, il avait le manche comme ça, et puis il dit, ah ben je m'y attendais. Ah ben la bonne femme, elle dit, bon, you pas mal. Film que racontait, alors je ne sais pas, est-il là le père Croc? Le père Croc était parti, il est là. Alors, ça c'est une du père Croc. Je vais peut-être pas la raconter, mais ça, je donne la paternité à celui qui l'a. C'est lui qui nous l'a raconté. Si je ne la raconte pas, il me dira. Alors c'est un gars de Vitré qui va en route, qui va vers le marché à Vitré, en une 2 chevaux. Il est doublé, ou plutôt il dépasse, il dépasse. Oh, c'est pas à Vitré, c'est en Normandie au marché de comment. Ah ben raconte-la alors. Non, ça ne change rien. Ça ne change rien. Bon, mais on en met à Vitré, où tu vas. Hein, on le prête Corriche. Au marché de Saint-Hilaire. Alors, tu vas me dire si je me trompe. Parce que c'est lui qui nous l'a raconté. Ah bon? Alors je prends mon craint partout où je peux, je vous avertis. Hein. Voilà. Et puis il double un bonhomme qui était avec sa vache. Et puis il dit, où allez-vous? Ben, il dit, je vais marcher. Mais il dit, comment, à pied? Ben, il dit, oui, à pied. Mais après tout, il dit, tu pourrais pas me prendre dans ta voiture? Ben, il dit, oui, mais la vache. Oh! Il dit, la vache, on va l'attacher derrière. Ben, il dit, mais il va pas suivre. Oh! Il est bien habitué. Attachons. Alors il l'attache derrière, et puis il dit, allez, on part. Le gars, il regardait la vache, le conducteur regardait la vache. Oh, le fermier était très tranquille, lui, tout d'un coup, il lui dit, tu peux passer en seconde, vas-y. Oh, il dit, non, mais regardons, il dit, elle a du mal, hein. Et puis, oh, il dit, passe en troisième, il dit, passe en troisième, ah, il dit, non, moi j'arrête, il dit, parce que ça va plus. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Regardez dans le rétroviseur, mais il dit, ta vache, elle tire la langue. Elle tire la langue, il dit, de quel cutter? À gauche, ah, c'est à gauche. Ah ben c'est qu'elle veut double. C'est dit ça, Père Croc. Hein? À peu près en raccourci. Justement, je raccourcis, moi. Oui, il y a une histoire aussi, bon, faut pas l'embêter de balaser, moi. C'est un gars qui a vraiment mal aux dents, sa famille dit un jour, il dit, écoute, j'en ai marre de tonton Jeanne. Mais tu fuis de tonton Jeanne comme ça, va donc voir le dentiste et qu'on en sorte. Alors il va voir le dentiste, le gars, et puis il avait un mouchoir de poche autour, là vous savez bien, il avait une joue comme ça. Alors le dentiste, il y a une dame qui était dans la salle d'attente, qui dit, vous souffrez? Oh, il dit, oh, ah ben il dit, pensez avant moi. Alors il va s'asseoir sur le fauteuil, et puis le dentiste lui dit, eh ben, il enlève tout ça, puis il dit, il faut ouvrir la bouche maintenant. Ah, il dit, monsieur, il faut ouvrir la bouche. Hein. Parce que moi, c'est là que je vous la soigne. Mais il n'y avait pas rien, le pauvre bandit qui ouvrait la bouche et il faisait mal. Alors le dentiste, il repère une aiguille à piqûre, et au moment où le gars n'y pensait pas, il envoie ça là, dans la partie charnue de l'individu. Le gars, il fait ah, il voit la dent, hop, arraché. Il paye, le gars, il s'en va en se tenant une dent, la main ici, et puis une là. Il trouve sa femme sur le palier qui lui dit, mais qu'est-ce qu'à tenir comme ça? Oh, qui dit, tu ne peux pas te figurer. J'aurais jamais cru que la racine allait si loin. Je pense qu'on peut... Pardon. 200. Oh, mon livre est à l'envers. 202. Oui. C'est très drôle. Ah oui. Que voyez-vous d'amusant dans cette série? Parodie quelques exemples, malgré la haute dignité de ces circonstances. Vous me permettez de parodier quelques histoires de Poivreau. Oui.
Oui, il faut faire attention à ça, bien sûr. Je ne vais pas du tout faire de la propagande pour l'alcool, mais vous savez, in vino veritas. Et les poivreaux, ils ont quelquefois des sacrées sorties, il n'y a pas de doute. Regardez le poivreau. Un poivreau, il est assis au milieu de la rue. Il est assis au milieu de la rue. Il y en a Jean-Ville qui vient, puis qui lui dit, tu fais là, toi. Je suis soumis. Ma tête tourne, les maisons tournent. J'attends que la mienne passe devant, je vais rentrer dedans. Il y a le poivreau qui passe place de la mairie. Alors, il tient une sacrée piqûre. Et il sent bien. Alors, c'est l'époque où il y avait des rails. Il dit, mon vieux, de loin, moi, je vais aller dans le rail de droite, qui va m'envoyer dans le rail de gauche, et réciproquement, de loin, ça ne va pas se voir. Il arrive devant le beffroi de la mairie, il entend le coup de la mairie, bam, bam. Tiens, ça prend. Bam, bam. Mais tu bégayes, toi? Bam, bam. Ah, mais t'es pas lancé, toi? Bam, bam, j'en ai marre. Tout d'un coup, il entend le coup d'une heure, bam. Et puis à ce moment-là, il se dégage d'un perlouge monumental qui fait un bruit monumental sur la place de la mairie et il dit, eh ben, je suis peut-être souple, mais je suis juste. Ah, une Stéphane aussi, je suis très bonne. Ouais. Le gars qui rentre la nuit, hein, alors, lessivé. Il se cogne la tête dans la pente de l'escalier, hein, et puis il se soigne comme il peut. Le lendemain, sa femme lui dit, t'étais bien hier, hein, t'es rentré tard. Ben, il dit oui. Et puis tu t'es blessé. Ben, il dit oui, mais je me suis soigné. Ah, qu'est-ce que tu t'es mis? Un sparadrap. Oui, eh ben, va voir où tu l'as mis, le sparadrap. Il est sur la glace. Les dialogues douloureux entre deux pauvres poivrons, vous savez, hein, qui se disent leurs difficultés sponsales, comme disait l'autre. Hein. Un qui dit à l'autre, il dit, j'ai une femme, elle est avare, tu peux pas figurer. Elle me reproche jusqu'à l'eau que je bois. Et l'autre, il dit, eh ben, la mienne est pire. Elle me reproche jusqu'à l'eau que je bois pour moi. Et l'autre qui pleure et qui dit, ma femme, elle mène une vie impossible, tu sais. Ma femme, elle est dans les rues jusqu'à 1h du matin. L'autre lui dit, elle boit? Non, qui dit, elle me cherche. On a fait une dernière, Monsieur le Président. J'ai retrouvé dans West France un jour, hein, c'est une dame, vous m'accordez, Monsieur le Président? Une dame rencontre une copine et lui dit, comment ça va? Elle dit, moi ça va, mais alors mon mari, oh, il est rentré hier soir, si vous l'avez vu, lessivé. Oh là 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 là. Si vous voyez la porte du garage, on m'a indiqué, mais alors dites donc, c'est la porte du garage comme ça, alors la voiture. Mais non, il était à pied. Alors par la bande, j'ai une histoire que j'ai entendue de, je ne me rappelle plus qui, que je trouve très bonne, c'est l'alcotest. Hein, vers 11h, 11h30 un jour, les gendarmes arrêtent un jeune couple qui a une petite fille dans le fond de la voiture, petite fille de 6 mois, et font souffler le gars au ballon. Il a à peine soufflé, ça passe, c'est peut-être ouvert, ça peu importe. Je ne connais pas parce que premièrement je ne vois pas, et deuxièmement, j'ai pas encore soufflé dans l'alcotest. Alors le gars lui dit, écoutez, c'est pas possible, j'ai rien vu. C'est pas possible, votre truc il est faux. Ah ben écoutez, moi c'est un machin tout neuf, il doit pas être tout neuf. Faites souffler ma femme, elle n'a rien vu. Faites souffler la femme, elle a fait souffler, ça passe au maximum. C'est pas possible, votre machin il marche pas. Faites souffler la gosse, faites souffler la petite là. La petite elle dit, oh, ça y est. Alors le gendarme dit oui, vous avez raison, m'excusez messieurs dames de vous avoir arrêté, c'est vrai, mais on va remplacer ça. Ils s'en vont, 1 kilomètre plus loin, le gars il dit, tu vois, hein, on a bien fait de mettre du Ricard dans le biberon de la gosse.
Monsieur le Président, c'est votre tour. Ça va, oui, ça va? On peut encore une petite demi-heure? Bon, allez. J'écoute cette phrase ici, monsieur Panty. Comment définiriez-vous l'humour? Doit-il avoir place dans nos vies? Ah oui, ça, il n'y a pas de question. Ça, il faut que l'humour ait place dans nos vies. J'ai entendu tout à l'heure une définition magnifique de l'humour. C'est Isidore Freud qui l'a donnée, mais elle est très belle. Elle ne cadre peut-être pas avec l'étymologie, mais il dit dans l'humour, il y a humilité et amour. Moi, je trouve ça très joli. C'est très bien. Pour moi, l'humour, c'est le recul qu'on prend par rapport aux événements, par rapport aux personnes et par rapport à soi-même. Il ne faut pas dramatiser, on ne dramatise pas. J'ai vu à Paris, dans une église, les béatitudes de l'Évangile, et en dessous c'était marqué 9e béatitude, bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser. Moi je trouve ça splendide. Alors, oui, pardon. Vous donnez quelques exemples? Oui, donnez quelques exemples d'humour. Ben, je vais vous en prendre dans ma famille. Alors, mes neveux et nièces ne l'ont pas connu, mais mon papa, il avait une vieille tante qui était toute courbée en deux par l'âge et par les rhumatismes. Toute courbée, elle avait presque le nez par terre. Eh bien, c'était formidable. Elle avait des réflexions très amusantes. Hein. Elle avait dit en particulier un jour, elle dit, c'est bien fatigant, mais elle dit, c'est épatant parce que les chiens, ils ne me courent pas après, moi. Parce qu'ils craignent toujours que je prends des cailloux pour le coussin, alors ils foutent le camp devant moi. Alors l'humour, évidemment, on peut plaisanter gentiment dans l'humour, c'est vrai, on plaisante peut-être de malaise, de maladie, d'infirmité, mais c'est pas pour en rire, je crois que c'est pour s'en défendre. Hein. Et je vois là, par exemple, j'ai quelques histoires de bègues, par exemple. Le bégaiement, ça c'est sûr que pour celui à qui ça arrive, c'est fatigant. Hein. Moi, ça me serait arrivé, ça aurait été dur, parce que j'ai eu de la chance, hein. J'ai eu une sacrée chance. Et vous aussi, j'ai eu de la chance, hein, mes élèves, là. Hein. Ah, mais non. Alors, si vous voulez, pour vous montrer une série d'histoires de bègues, j'en ai une pour vous. Hein. Les bègues, vous avez un brave, un bon gars, brave, ils sont toujours braves, c'est des braves, quoi. Tout ça, c'est brave. Hein. Il arrive au conseil d'incorporation, et puis alors, hein, tous les gars sont là en ligne, le colonel me dirait peut-être que ça ne se passe pas comme ça, mais dans nos gymnasions, ça se passe comme ça, et on leur demande leur métier pour les mettre dans tel ou tel corps. On passe devant un gars, puis il lui dit, qu'est-ce que tu fais toi? Il dit, moi, pâtissier. Bon, très bien, allez, à la boulangerie. Et toi? Peintre, allez à l'entretien. Il arrive devant le bec. Et toi? Tapissier, à la mitrailleuse. Et 15 jours après, il y a les gars, ils disent aux bègues, ils disent, tu sortirais pas un petit peu ce soir? Mais on n'a pas le droit. Mais il dit, penses-tu? Viens avec nous. Ils font le mur. Mais le bègue, il fait 2 pas là où les autres n'en font qu'un. Il tombe de l'autre côté dans les boîtes d'adjudants. Alors, 2 ou 3 avaient été pris avec lui. Ils arrivent devant le capitaine. Les 3 premiers, allez, salle de police pendant 15 jours, 3 semaines. Le bègue arrive. Et alors, il dit, alors, qu'est-ce que tu faisais, toi, dehors? Il dit, mon caca, mon pipi, mon caca. Madame l'autre, salle d'agace, qui envoie un coup de pied dans le derrière, et puis il va le gars parti. Pas de punition. Il pense devant ses copains, qui disent, qu'est-ce que t'as eu, toi? Il dit, moi, j'ai eu un joker. Il dit, moi, j'ai eu un coup de pied dans le cul. Mais tu te lèves, toi, comment t'as fait? Ah, mais il dit, vous ne savez pas, vous expliquer. J'ai encore 4 jokers. Je vais être bon, je crois. Je vais peut-être même en gagner un. Pendant la marche, il y a la marche, ils sont en marche. Ça veut dire que pendant la marche, on marche au pas cadencé, à un certain moment, bon, il y a marche libre. Et puis le mec, il leur disait toujours, t'as pas vu, toi, hein? Il dit quoi? La belle bagnole derrière. Tu pourrais nous le dire plus tôt, la bagnole t'es passée. Alors, un peu plus loin. Attends, t'as pas vu, toi, hein? Quoi? La belle fille. Ben, tu pourrais nous le dire plus tôt, quand même, tu gardes tout pour toi. Au bout d'un certain temps, les gars, ils disent, bon, on l'aura vu. Alors, en effet, la fois suivante, le gars, il dit, attends, alors là, t'as pas vu. Si, on a vu, moi, vu. Si?
Alors pourquoi t'as mis le pied dedans? Il y a le mec qui veut faire du théâtre. Le mec qui veut faire du théâtre. Mon assesseur Ménard, il a l'air de la connaître, parce qu'il rigole déjà. Alors, le mec veut faire du théâtre. Il arrive, le directeur, je dis d'acteur, je voudrais bien faire du théâtre, ou un petit rôle. Oh, il dit, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous donner un grand rôle, un rôle de figurant. Il fait figurer dans une pièce de la Révolution. Il fait simplement entrer sur la scène brièvement et dire simplement, moi aussi, je suis un conjuré. Vous voyez, ça n'allait pas très loin. Le gars fonce sur la scène et il dit, moi aussi, je suis un con. Alors, le chauffeur lui dit, juré, je le jure. Un demi-jockey. Un demi. C'est la dernière nuit. J'en ai d'autres. Si. Ah, hein? Et Jean-Paul Kémy, bravo, merci. Allez, bravo. Alors c'est un acteur québécois. Et puis il reçoit un gars qui veut se marier. Alors, il dit, qu'est-ce qui te prend, Joseph, qu'est-ce que tu veux? Ben, je voudrais même bien me marier, monsieur le recteur. À ton âge? Ben, il dit oui. Et avec qui? Ben, la Madeleine, notre voisine. C'est pas possible, qu'il dit, avec la Madeleine. Jeune tourtereau, tu t'es pas regardé dans une glace? Mais regarde-toi, tu verras, tu dois pas un poil au menton, ni aucun espoir d'en avoir jamais. J'ai raconté cette histoire à mon père, et il a failli s'écrouler de rire. Il fallait un joker. Un demi. Oh. Un demi, d'accord. Allez, allons-y. Moi je peux plus dire. Vous avez été soldat, M. Pelletier. Exactement. Ça peut vous étonner, mais j'étais soldat. Et vous semblez priser volontiers des histoires militaires. Surtout celle d'adjudant. Vous étiez peut-être adjudant. Eh bien, monsieur Coquillon, j'étais pas adjudant, j'étais aspirant. Mais comme j'avais le souffle court, j'ai pas aspiré longtemps, j'ai été réformé. Mais j'aime bien les histoires d'adjudants. Ils sont pas plus bêtes que d'autres, remarquez, mais c'est drôle, ils ont des réflexions complètement renversantes. Non, mais j'en ai vu qui étaient très forts, mais j'en ai vu d'autres alors. On va pas, ils vont chercher leurs histoires, enfin, toutes de même. Quand vous avez des soldats qui se plaignent d'un adjudant, mon adjudant, c'est pas possible, on bouffe comme des cochons. On nous met porter de lapin, il n'y a pas un gramme de lapin dedans. Dit-il. Et vous avez bouffé du biscuit de soldat? Ben il dit oui. Et vous avez trouvé du soldat dedans? C'est une logique pas désarmée, mais désarmante. Ailleurs, il y a l'adjudant qui était à une session de recyclage. Il était à une session de recyclage qui a duré 15 jours. Et puis alors quand il rentre, sa famille dit, alors c'était bien cette session-là? Ah dit, on a appris pas mal de choses. Ah oui, c'est sûr, on a besoin de ça. Hein. Oh, on se rouille. Mais comment vous étiez placé là-bas? Ah ben ils ont été placés par, ils appellent ça par affinité. Oh, je me suis trouvé avec un con qui dit qu'il ne peut pas de figure. La théorie du canon de 75 par un adjudant. Il est avec des élèves qui ont fait des études. Alors il dit, les gars, je vais les mater. Hein. Ils se moquent de moi, mais moi je vais les pincer. Première leçon. C'est marqué dans le livre du Gradé, le canon 75 est comment... Non, oui, mais c'est le dernier, ça, attention, il est muni d'un frein hydropneumatique. Hydropneumatique, qu'est-ce que ça veut dire, vous, qui avez fait des études? Les gars, pas un mot. Stéphane, pas un mot. Eh bien, je vais vous dire, moi. Hydropneumatique, ça vient du latin. Ça veut dire hydro qui avance et pneumatique qui recule. Les gars, si.
La fois suivante, le canon 75 est muni d'un niveau à bulles. Après son emploi, il faut le remettre dans la boîte à doc. La boîte à doc, on va voir si vous êtes si fort qu'hier. La boîte à doc, qu'est-ce que ça veut dire? Les gars, pas un mot. Eh bien, je vais vous dire. Ad hoc, ça vient du grec. Et ça veut dire en bois. Ça veut dire la boîte en bois. Et alors, comme dit Gabi, la dernière leçon, c'était le rayage du canon. Le canon 75 est rayé de la gauche vers la droite. Il y a un gars qui lève la main. Je voulais, je voudrais savoir, mon adjudant, qu'est-ce qui arriverait s'il était rayé de la droite vers la gauche? Foutez de ma gueule, non? Mais c'est ça à comprendre. S'il était rayé de la droite vers la gauche, l'obus, au lieu de sortir du canon, rentrerait dans la culasse, mon ami. À la marche, il commande la marche. Il y a un gars qui ne marche pas au pas. Alors évidemment, l'adjudant, il voit deux pieds gauches qui se lèvent ensemble. Mais enfin, il dit, qui c'est l'idiot qui lève les deux pieds à la fois? Je pense qu'on pourrait en raconter d'autres sur l'armée, hein, mais oh là là. Hein? On a vu que vous disiez à Marius, il n'y en a pas 320, vous avez une série à son contenu. Pourquoi lui tout particulièrement? Et si on pouvait avoir quelques histoires de Marius avec l'accent? L'histoire de Marius, je vais vous dire pourquoi je les aime beaucoup. C'est que les premières histoires de Marius que j'ai entendues, je les ai entendues par le vicaire général de Marseille, devant le Père Roch, et qui racontait ça avec l'accent de Marseille, c'était merveilleux. Il était venu pour une fête à Rennes, et il racontait des histoires de Marius. Le Père Roch s'amusait beaucoup, moi aussi d'ailleurs. Et Marius, c'est le gars qui exagère tellement qu'on finit par ne plus le croire. Mais il est tellement amusant. Hein? Marius, par exemple, à Rome. Oh, Marius à Rome. Marius avec le pape. Tout le monde, enfin beaucoup connaissent cette histoire. Marius va à Rome, on lui dit au retour, eh bien Marius, t'as été à Rome, t'as vu le pape? Oh, il dit, si j'ai vu le pape. Mais il dit qu'il a su que j'étais à Rome, il m'a fait venir. J'étais en audience 1 heure avec lui. Et puis alors, il m'a dit, monsieur Marius, tenez, je vais faire quelque chose pour vous que je n'ai jamais fait pour personne. Je vais sortir avec vous dans les jardins du Vatican. Eh bien, il est sorti avec moi dans les jardins du Vatican. Et c'était émouvant, tu sais. Le moment de le quitter, il m'a dit, monsieur Marius, je vais pousser la condescendance et la bonté pour vous et pour Marseille. Je vais sortir avec vous sur la place Saint-Pierre. On est sortis tous les deux sur la place Saint-Pierre. Il y avait beaucoup de monde. Tout le monde me regardait, qui dit Marius. Et puis il y a quelqu'un qui est sorti de la foule, qui est venu vers moi et qui m'a dit, pardon, monsieur Marius, qui c'est le curé en blanc qui se promène avec vous? Marius rencontre Olive à Paris. Il n'avait pas vu depuis un certain temps, il rencontre Olive à Paris. Et Olive, Marius était à Paris, et Olive venait de Marseille. Il dit, t'es Olive, comment tu vas? Mais ça va bien, moi je suis content de te voir. Et dit, tu arrives d'où? Mais j'arrive de Marseille. Directement, mais directement, avec ta voiture là. Mais avec ma voiture, qu'est-ce qui te prend? Oh, tu n'as pas idée. Et il dit, où tu l'as gonflé ta voiture? Mais à Marseille, qui dit, où veux-tu que je la gonfle? J'ai des bons pneus, moi. Alors Marius prend son couteau, il fait une boutonnière dans les pneus, il met la bouche dessus, il dit, oh, laisse-moi respirer l'air du pays. Ah, puis alors sa femme, oui, mais sa femme est gênée. Hein. La femme de Marius, elle lui a dit un jour, elle dit, écoute Marius, tu me fais un peu honte, hein. On te connaît d'accord, mais quand même, tu exagères. Tu exagères. Hein. Je te ferai signe la prochaine fois. Quand je sens bien quand tu vas dire des bêtises. Je te ferai signe un petit coup d'œil. Hein. Effectivement, ils vont dans un grand musée, et le guide leur dit, mesdames et messieurs, vous êtes ici dans une des plus belles salles d'Europe. Elle a 20 mètres de long sur 8 mètres de large. Ah, Marius dit, alors là, vous êtes battus. Parce que nous, sur la Canebière, on a une salle. Tenez-vous bien, il dit au guide. On a une salle de 50 mètres de long.
où sa femme fait sur 2 mètres de large. Et alors une de Marius, ah oui, la confession de Marius. Alors c'est celle-là que j'ai entendu le vicaire général devant le Europe. On s'est amusé, hein. Ah oui. Le père Roch s'amuserait encore. Ah oui, la confession de Marius. Marius se confesse, il dit tous ses péchés, et puis à la fin, brièvement, il lâche, et puis mon père, j'ai trompé ma femme. Combien de fois, mon fils, dit le père, pour avoir tout de même l'intégrité de la confession. Marius se redresse dans sa dignité et lui dit, mon père, je suis venu ici pour m'humilier et pas pour me vanter. Marius, chauffeur de taxi à Marseille, il conduit hein, comme il parle, c'est-à-dire, un jour, il monte dans sa voiture de religieuse qui sont dans le fond, et puis il accroche un autre taxi qui lui dit « Pardon, chauffeur du dimanche, t'as bonne mine avec tes 2 nonnes là !» Alors l'autre, Marius, il le regarde, il dit « Mes 2 nonnes !» « Mes 2 nonnes !» Eh bien, le temps, n'est-ce pas? Qui dit en ce temps-là. Non, j'ai pas dit le mot. J'ai pas dit le mot parce que je pense qu'ils étaient capables de deviner la suite. Vous retirez, Monsieur le Président, c'est bon. Alors, vous avez aussi les bons mots, les calembours, les contre-critiques. Il y en a qui disent que tout cela, c'est la fiente de l'esprit. Qu'en pensez-vous? Ah non, la fiente. Oh, t'es dur, toi. T'as pas été à l'école avec moi? C'est pas vrai. J'étais si sévère que ça? J'étais si sévère que ça, c'est pas vrai. Façon. Ah non. De toute manière, s'il avait me le donner. Oui, alors c'est vrai, on dit effectivement les calembours, les jeux de mots, les contrepétries, les à peu près. Hein, c'est la fiente de l'esprit. Bon, moi je dis que ceux qui disent ça, hein, eh ben, c'est des gars qui sont constipés. Ils n'arrivent pas à se soulager, alors ils sont un peu jaloux de ceux qui sont en bonne santé dans ce domaine-là. Moi je dis que c'est pas de la fiente de l'esprit. Les jeux de mots, les calembours, franchement j'aime bien ça. Hein, faut pas en mettre à toutes les sauces. Hein. J'en connais, moi, j'en ai connu sans arrêt, c'était des jeux de mots. Alors ça devenait fatigant, hein. Faut suivre. Hein. Non, les jeux de mots, quand ils tombent bien, tenez, je vais vous donner un jeu de mots que j'ai vu à Rome, dans un des premiers voyages que j'ai fait à Rome, alors avec le père. On nous racontait qu'au moment où la guerre allait très mal pour Hitler dit, bon, eh bien, il dit à Mussolini, dis donc, ton pape, là, il doit avoir des armées, hein, on va racler tous les fonds de tiroir, hein. Alors, il faut le convoquer. Alors, il y aurait eu, on racontait ça à Rome, il y avait eu une réunion entre Hitler, Mussolini et le pape. Pas de discussion possible, aucune décision. Et on dit qu'à la fin de la réunion, Hitler s'en alla en fureur. Mussolini s'en va en douce. Et le pape s'en va tiquant. On a la Sorbonne, oui, et tu la Val-de-Grâce. Tu la Val-de-Grâce. Hein. Un jeu de mots très joli qui a été fait autrefois à propos du cardinal Charros. Le cardinal Charros, que les moins jeunes de nous ont connu, qui était un très grand bonhomme, qui était un grand archevêque de Rennes, qui n'avait pas un visage extrêmement fin, mais alors quand il parlait, il était splendide quand il parlait. Et dans son cours, il était élève au Mans. Alors il avait une figure un peu poupine, il n'était pas très très beau. Et il y avait un autre qui s'appelait Jolet, et qui lui avait bonne mine, quoi. Alors on parlait du beau Jolet, et du Charolais. Mais, à la porte d'une kermesse pour l'école libre, je trouve ça très joli, hein. Il y avait un grand écriteau, c'était marqué « Pour que l'école dure,
ami donné. Et le père Roch, une fois, fit une remarque à un religieux, c'était pas encore le clergyman, qui commençait déjà à s'habiter d'une façon fantaisiste. Et un jour, il lui dit et comment vous vous habillez là avec votre col? Qu'est-ce que c'est ce col-là? Et le père lui dit mais éminence, moi je suis pour l'école libre. Alors le cardinal était président du comité des écoles libres de France, ça l'a beaucoup amusé. Ah, mais je suis pour l'école libre, moi. Un jeu de mots, à l'entrée d'une cave de dégustation, vous avez une pancarte à gauche. C'est marqué entrée des crus. Et à droite, c'est marqué sortie des cuites. Alors vous avez des jeux de mots aussi à la De Vos. C'est merveilleux ça, à la De Vos. Hein? Il joue sur le sens propre et le sens figuré des mots. Alors pour moi, le meilleur, c'est le cul-de-jatte chez le coiffeur. Ah, le cul-de-jatte chez le coiffeur. Le cul-de-jatte qui s'amène, on le hisse sur le fauteuil, et à un moment, le coiffeur lui dit est-ce que je vous fais des pâtes? Alors le cul-de-jatte lui dit non, vous voulez mon pied au cul? Et le coiffeur lui dit mais monsieur, moi, je voulais pas vous faire marcher, hein. Alors il y a un enchaînement là qui est amusant. C'est le gars qui dégringole du 25e étage. Hein? Et pendant qu'il dégringole du 25e étage, vous savez ce qu'il dit? Il dit pourvu que ça dure. Il arrive, il s'étale par terre, tout le monde s'attroupe. Il y a un agent de ville qui dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas ce qu'il dit. Je sais pas ce qui se passe. Moi je viens d'arriver. Et là il y a un restaurateur très gentil à côté qui apporte un petit verre de cognac, qui dit prenez ça, ça va vous remonter. Oh, il dit, j'en descends, je tiens pas à y remonter. Alors vous voyez, c'est... Hein? C'est la chute, je crois. Hein? T'as raison, c'est la chute. Hein? C'est la chute. Vous avez la contrepétrie. On en trouve toutes sortes de contrepétries. Mais enfin, il y en a qui sont amusants. On raconte la contrepétrie très amusante de l'économe de Luçon. Un économe de Luçon, hein, disant à un séminariste pendant la semaine sainte, eh bien, mon ami, je ne vais pas vous donner de pénitence spéciale. Suivez avec piété les offices de la semaine sainte. Mais enfin, si vous avez le temps, ce serait bon, par dévotion personnelle, vous fassiez un petit chemin de fer avec un pétard à chaque station. Et y compris qu'il était question d'un chemin de croix avec un pater. Ah non, je vais... Le dernier jeu de mots que je vais vous donner, si vous voulez, ça va être une sorte de réparation que je vais faire. J'ai jamais dit, mais c'est une sorte de réparation, parce que c'est un jeu de mots que je fais avec le père Roch. Il les aimait d'ailleurs. Il aimait bien ça, il en faisait. Et j'en ai fait un jour devant lui, dans une circonstance mémorable. C'était sur la place Saint-Pierre à Rome, le jour de la définition du dogme de l'Assomption. Ça ne pouvait pas être plus solennel. Les secrétaires des cardinaux accompagnaient les cardinaux, et on était habillés avec une tenue violette, qu'on appelait une croccia. Et dans le cortège qui emmenait le pape vers la basilique Saint-Pierre, au chant de la chapelle Sixtine et tout ça, c'était quelque chose de formidable. Le cardinal Roch me dit, regardez devant vous. Et il y avait devant moi un cardinal américain avec un secrétaire habillé dans une tenue qui était constellée de trous. Constellée de trous, c'était vraiment pas américain. Alors je lui dis, mince, il y a la mythologie. Oh, mais c'est fou. Alors j'ai toujours regretté ce jeu de mots, hein, dans une circonstance aussi solennelle. C'est pour ça que j'en fais ma confession aujourd'hui, je n'aurais pas dû le dire. Moi je pense, monsieur le Président, je crois, monsieur le Président, avoir terminé ce que j'avais préparé, du moins les aperçus essentiels de la thèse que je vous ai soumise. Alors, monsieur Fanti, si je vous ai bien compris, les questions sont épuisées, mais peut-être pas les réponses. Possible. En cherchant bien, on travaille tout à l'heure. Au jury de se retirer, de délibérer. Oui, c'est...
Monsieur le Président, ne vous cassez pas la figure, je vous en prie. Oh là 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 là. C'est bien comme ça? Alors mes anciens... Une autre, ben, je tenais. Pendant qu'ils sont là-bas, je vous en raconte une qui m'est arrivée avec mes élèves. Et ils étaient peut-être là. Oui, mais je ne vais pas m'en servir. On va les garder pour la prochaine fois, j'ai le droit. Hein? Mais une fois, au petit séminaire où j'étais professeur, le père de Cambourg nous avait dit, au professeur, il nous avait dit, je vous demanderai de faire attention aux élèves à la propreté des tables, c'est du matériel neuf qu'on vient d'acheter. Donc demandez-leur de ne pas faire de graffiti, de ne pas gratter, de ne pas mettre de peinture, etc. On avait dit ça à tous les élèves. Le lendemain, j'arrive en classe, tu vois, dans la classe au-dessus des fourneaux, là, c'était un cours de français ou moderne. Qu'est-ce que je vois sur la première table? Une belle tache. Attends, une belle tache, et la bouteille d'encre qui continue à couler. Ah là 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 là. Ils savaient bien qu'ils allaient mettre en remis. Hein? Je me prends les cheveux qui me restent, je dis c'est pas possible, voyons. On vient de vous dire de tenir les tables propres. Le lendemain, vous faites des saletés sur vos tables. Enlevez-moi ça. Alors et puis ne bougez pas. Je vois un gars, il prend la tâche avec la bouteille. Tout était collé, c'était du plastique qu'ils avaient acheté. Et puis il passe ça derrière. Ah ouais, j'ai dit 15 pour vous avez gagné. Une autre fois, j'arrive en études. Alors là, ils vont peut-être s'en rappeler. Et puis c'était des gars qui faisaient du latin avec moi. Alors je dis, élève de 3e, vous prenez le devoir pour ce soir. Numéro 175 de Petit Mangin. Titre, la maison natale de Cicéron. Rire sur les premiers rangs. Il m'a fait, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je répète, j'aurais pas dû répéter. J'ai dit, la maison natale de Cicéron. Écroulement jusqu'à la fin de l'étude. Alors j'ai dit au père Rob qui était surveillant, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, t'es pas au courant? Oui, non, mais il t'appelle Cicéron. Et j'en savais rien. Mais qui j'ai eu? François, je t'ai eu en classe, François Laroche. Hein? Où je suis rentré à reculons dans la classe, moi? Ah, pour faire croire que je sortais. Mais c'est la sortilette, très bon ça. Elle est très bonne ton histoire là. Très bonne ça, oui c'est bien ça. Ah oui, ah oui. Ah, je roule là. J'ai gardé 3 jokers. Vous n'aimez pas les derniers? Vous avez réussi à écrire tout ça en 2 minutes? Vous êtes très limité. La rédaction est rapide pour votre thèse. Bien vu. Monsieur Jean Vanoutier, après avoir entendu et en avoir délibéré, le jury vous décerne le titre de docteur S-Histoire, au pluriel, avec la mention très honorable, et vous adresse les félicitations maxima cum laude pour la qualité de l'exposé, la difficulté du travail de recherche, la justesse et la pertinence de vos observations. On a dit.
l'émotion va me faire payer. Mais je suis confus. J'ajouterai ceci. J'ai bien conscience, pendant cette petite heure, de ne pas avoir résolu beaucoup de problèmes nationaux, internationaux, mais j'ai au moins la satisfaction, et vous me l'accorderez, on n'en a pas posé de nouveau.